Sur le rural, et justement, nous, on a lancé un appel en tant qu'ophtalmo, c'est qu'aujourd'hui, bon, tu sais, il y a la Mota d'Amoun, c'est magnifique, c'est un chantier royal, c'est la première fois qu'on prend au Maroc le taureau par les cornes, qu'on dit sa fille, il faut que les Marocains puissent être bien soignés, il faut que les Marocains puissent avoir accès à un hôpital de qualité, il faut que les Marocains soient fiers de leur hôpital. Donc le leitmotiv, si tu veux, du projet est magnifique. Maintenant, il faut que les choses suivent. Et quand on dit il faut que les choses suivent, il faut que l'intendant suive. Est-ce que tous les Marocains aujourd'hui, grâce à la Mota d'Amoun, c'est-à-dire le projet de généralisation de la couverture sociale, peuvent accéder à l'hôpital de manière totalement gratuite? Et est-ce qu'ils ont la même qualité de soins que les cliniques privées, que le privé? Et ça, c'est des questions qui sont importantes. Et il faut en parler, il faut que les personnes puissent en parler. Nous, en tant qu'ophtalmo, justement, c'est de ça dont je te parlais tout à l'heure, en tant qu'ophtalmo, on a découvert qu'aujourd'hui, il y a une mafia qui détourne la Mota d'Amoun à son avantage. Comment? Eh bien, il propose à des gens qui sont couverts, donc c'est magnifique, par les cartes à Mota d'Amoun, de se faire opérer de la cataracte gratuitement. Et aujourd'hui, on retrouve ces mêmes personnes qui ont fait détournent l'argent de la Mota d'Amoun pour leur profit, en opérant des gens qu'il ne faut pas forcément opérer, dans des conditions insalubres. La cataracte, à la fin, quand tu l'opères d'une mauvaise manière, eh bien, la personne est infectée. Il n'y a pas de stérilisation, il n'y a pas les conditions d'asepsie. Et du coup, ça pose la question de savoir est-ce que la Mota d'Amoun finalement est bien gérée et est-ce que la Mota d'Amoun ne sera pas dans le futur comme le Ramed. Le Ramed, c'est le serpent de mer. Tout le monde disait que le Ramed, c'était la solution magique dans les années 2003, 2004. Ça allait permettre à tous les Marocains d'être bien soignés, etc. C'est-à-dire le même discours qu'on entend aujourd'hui sur la Mota d'Amoun. Et la Mota d'Amoun, c'est une chance pour le Marocain, c'est une chance pour les citoyens marocains. Et on remercie Sa Majesté d'avoir ouvert ce chantier-là. Maintenant, est-ce que les personnes le gèrent bien? C'est ça la véritable interrogation, c'est ça la véritable inquiétude. Et nous, en tant qu'ophtalmo, on a lancé un cri d'alarme sur ça, parce qu'on a vu ce qui se passait pour les compagnies cataractes. Pour donner l'exemple très simple et très concret, la cataracte, c'est remboursé aux alentours de 1000 dirhams par la CNSS. Dans ces 8000 dirhams, ils remboursent une partie. Il y a une partie, comme en France, comme dans les autres pays, qu'on appelle le ticket modérateur. C'est-à-dire qu'il y a la charge du patient, s'il n'a pas une complémentaire santé. Aujourd'hui, les trafiquants, la mafia de la cataracte, demandent d'oublier le ticket modérateur à certaines cliniques, ce qui fait que la personne pense être soignée gratuitement, en sachant que c'est illégal parce qu'il faut payer le ticket modérateur. Et la personne n'est en fait pas du tout soignée gratuitement parce qu'on réutilise la même cassette, on réutilise les mêmes instruments de chirurgie, tout ça par des chirurgiens véreux qui font une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de cataractes. Ils empochent l'argent, ils prennent pas le ticket modérateur dans concurrence déloyale envers des médecins honnêtes et surtout ils détournent les fonds de la Mota d'Amoun. Kalimat. Ali, bienvenue dans Kalimat. Qui es-tu? J'introduis aujourd'hui, on va parler de la santé dans le rural, les conditions de travail pour les résidents, pour les internes, comment on devient médecin au Maroc, la question de la privatisation et qu'est-ce que l'AMO, qu'est-ce que le Ramed. Ce serait bien aussi de définir ces termes parce que même si on les entend, on ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement, ni les tenants et aboutissants. Et même si on lit, c'est pas si simple de comprendre et vu qu'on a une personne du terrain, nous expliquera sûrement mieux. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter et on repart sur la question de l'AMO et j'ai plein de choses à dire sur ça, je reviendrai sur tout ça. Merci beaucoup Zinem, merci de l'invitation. Donc, je m'appelle Ali Taleb, je suis jeune médecin résident spécialisé en ophtalmologie à Casablanca. Donc, j'ai 28 ans et je suis engagé sur pas mal de sujets parce que j'aime énormément mon pays, je me sens patriote, modestement. Et à mon humble échelle, j'essaie de faire un petit peu bouger les choses sur pas mal de sujets qui me tiennent à cœur, je pense, beaucoup de gens, à savoir une santé de qualité pour tous les Marocains, à savoir l'équité devant la santé, que le citoyen qui n'a pas de revenus, qui est chômeur, puisse avoir accès à la même qualité de soins que celui qui a de l'argent, qui va aller en clinique privée. Donc l'équité, l'accès égalitaire à la santé, une meilleure gouvernance de santé. Ça aussi, c'est des sujets, je pense, qui tiennent à cœur le citoyen marocain et aussi l'engagement des jeunes dans la politique. Moi, je pense que la politique n'est pas un vilain mot. Je pense que si on aime passionnément notre pays, si on a envie de le changer, si on a envie de faire changer les choses et de faire bouger les choses pour un Maroc meilleur, eh bien, il faut s'engager, pas forcément en politique, mais également dans l'associatif, dans pas mal de choses. Il faut s'engager, il faut aimer passionnément son pays, il faut avoir confiance en son pays, faire des choses pour tous les citoyens, pour l'intérêt général. Ça me fait trop plaisir. Je partage beaucoup cet amour et cet engagement pour le Maroc.
Ça fait plaisir qu'on en parle. Alors pour repartir sur l'amour, j'aimerais beaucoup que tu nous définisses qu'est-ce que c'est réellement. Et j'aimerais juste ajouter que pour les politiques de couverture sociale, on ne peut pas parler de ça pour moi sans parler de la question du formel et de l'informel. Parce qu'en fait, je pense que l'informel, c'est environ 30 à 50% de l'économie marocaine. Et quand on sait qu'au Maroc, on n'est pas imposé jusqu'à 200 000 dirhams, on est imposé seulement 1%, on se rend compte que la part de la population qui paye des impôts est très basse. Ce qui fait que, est-ce que toi, tu sais sur quel fonds on finance l'AMO, quelles sont les vraies politiques qui sont mises en place, et en fait, comment on met vraiment un cercle vertueux pour créer des vraies politiques sociales et des vraies couvertures médicales, parce qu'en fait, on ne peut pas demander à un pays de nous couvrir socialement quand on est... Enfin si, bien sûr, c'est notre droit. Je reviens sur ce que je dis. C'est notre droit en tant que citoyen d'être soigné, mais comment on fait quand on est un pied dans le formel et un pied dans l'informel? Là, tu évoques beaucoup de sujets pêle-mêle et qui sont tous aussi importants les uns que les autres. Alors, effectivement, il y a l'informel au Maroc, c'est vrai. Il y a une économie informelle qui, aujourd'hui, disparaît de plus en plus, diminue de plus en plus grâce à l'effort de l'État, il faut le reconnaître. Et donc l'AMO, d'abord, qu'est-ce que c'est? L'AMO, c'est l'assurance maladie obligatoire. En fait, Sa Majesté, lors du Covid, il a pris conscience de quelque chose, c'est que, le Maroc doit avoir une souveraineté sanitaire sur beaucoup de sujets. Alhamdoulilah, notre pays a pu produire des masques, alhamdoulilah, notre pays a pu bien se préserver pendant le Covid, mais imaginons qu'une telle crise, Dieu nous en préserve, se reproduise dans le futur, comment y faire face et comment le Maroc peut être mieux préparé pour y faire face. Donc tout d'abord, la souveraineté sanitaire, usine énorme de vaccins en construction sur Ben Slimane, souveraineté sanitaire au niveau des masses, souveraineté sanitaire au niveau de l'industrie de santé, au niveau des dispositifs de santé, au niveau des médicaments de santé, mais également le citoyen marocain aujourd'hui, il doit être fier d'aller à l'hôpital public, et il faut le dire. Et pour qu'il soit fier de son hôpital, il faut changer beaucoup de choses. C'est justement le projet de généralisation de la couverture sociale. Tous les Marocains, qu'ils soient dans le formel, qu'ils soient dans l'informel, qu'ils soient chômeurs, qu'ils soient actifs, doivent avoir accès au même hôpital et au même panier de soins et aux mêmes soins de santé. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, notre système de santé, il faut le dire, il a peu changé, il n'a pas changé depuis les années 60, depuis l'indépendance du Maroc. C'est-à-dire que c'est le même organigramme, c'est un ministère tout-puissant à Rabat qui décide de tout, et ensuite les choses se coordonnent. Donc il y a eu beaucoup de changements par rapport à ça, il faut le reconnaître aussi, et c'est grâce à l'impulsion qui a été lancée pendant le Covid. Il y a une haute autorité de santé aujourd'hui qui est en train de démarrer, et qui va permettre justement de mieux contrôler les choses. Il y a la CNSS qui a absorbé la CNOPS, on va en parler certainement. Et du coup, aujourd'hui, on a une seule mutuelle à qui s'adresser, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les personnes du privé, que ce soit les chômeurs, que ce soit les étudiants. Et également, dans ce chamboule-tout du changement de la gouvernance de santé, du changement dans le secteur de la santé, il y a l'agence aussi des médicaments. Pourquoi? Pour produire des médicaments moins chers, pour que le Maroc arrête d'importer des médicaments et que certains médicaments ne puissent pas être trouvés. On le sait, par exemple, l'évoturox qui pendant des mois pour les patients qui en étaient malades et qui en avaient besoin, on ne pouvait pas le trouver au Maroc, on devait envoyer des gens à l'étranger, etc. y chercher. Donc ça aussi, ça fait partie de ce changement dans le secteur de la santé. Donc il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de changements. La Haute Autorité de Santé, l'Agence du médicament, l'Agence de transfusion du sang, pour avoir une souveraineté au niveau des transfusions pour les personnes qui sont dans le besoin également. Mais il y a encore énormément de choses à faire. Et moi, je suis intimement convaincu que l'État ne peut pas tout et que l'État a besoin d'aide, des citoyens et des jeunes. Les jeunes, c'est les forces vives de la nation. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Par exemple, un système de gouvernance participative. C'est-à-dire que le citoyen, la même chose, c'est chez l'hôpital, il voit qu'il y a telle personne qui a demandé de la corruption, il voit que tel truc ne marche pas, il peut réclamer. Et qu'il y ait des citoyens dans cette gouvernance participative, qu'il y ait des citoyens pour la Haute Autorité de Santé. Et qui puissent, même pour les gens qui ne sont pas experts, même pour les personnes qui ne sont pas médecins, puissent parler, puissent réclamer, puissent discuter et puissent dire les choses. Mais pour ça, il faut un engagement du citoyen. Donc toi, la solution que tu mettrais en place, c'est qu'on on fait des réclamations. Pas la solution, mais qu'il y ait une gouvernance participative, pas que des réclamations. Okay. Parce que ça, c'est facile à faire. Il y a déjà un numéro qui a été lancé par le ministère de la Santé. Mais que les personnes puissent se dire, c'est mon hôpital, je le paye avec mes impôts. Tu as évoqué la question de l'impôt. C'est mon école publique, je la paye avec mes impôts. Ben, j'ai envie qu'elle soit au top. J'ai envie d'être fier de mon pays, pas uniquement les matchs de foot pendant la Coupe du Monde, pas uniquement quand je pars à l'étranger, je vois un restaurant marocain, mais être fier de mon pays parce qu'on soigne tout le monde gratuitement avec la même qualité de soins, parce que tout le monde peut aller à l'école, et lorsque tout le monde peut aller à l'école, eh bien, tout le monde a la même égalité de chance, et que le fils de la femme de ménage ou le fils du banquier, eh bien, ils aient les mêmes chances dans le futur. Et les mêmes droits, mais
on n'a pas la même qualité de santé dans le public que dans le privé, ça c'est sûr. Ouais. Donc comment on arriverait à avoir la même qualité de santé pour toi? Alors, il y a des choses qui ont été lancées. Il y a 1,3 milliard de dirhams qui a été lancé pour réhabiliter les CHU. Bon, ça reste à voir. On n'a encore rien vu, il faut le dire, pour être tout à fait sincère. À part le CHU de Rabat, qui est une véritable merveille, qui est en construction, on attend ouverture. Le CHU de Tanger qui a été ouvert aujourd'hui. Il y a énormément encore d'hôpitaux qui souffrent. Et quand on part, eh bien justement, on se dit, ça ressemble à rien aux acteurs du privé. On peut aller dans des cliniques privées qui sont parfois hors de prix, mais on a une très bonne qualité de soins. Donc il faut changer les choses. Il faut que l'hôpital public marocain soit au même niveau que les cliniques privées et que la personne ayant la MO puisse avoir une liberté de choix. Soit je pars en clinique, soit je pars à l'hôpital, mais je sais que je vais être traité de la même manière. Je sais que je vais être remboursé sur mes soins de santé. Ça aussi, c'est une véritable interrogation. Est-ce qu'on sait aujourd'hui que le Maroc fait partie des rares pays au monde où les dépenses de santé sont majoritairement prises en charge par les ménages? C'est inacceptable, c'est pas possible. Il faut que la solidarité nationale joue. Il faut que les mutuelles jouent le rôle. C'est en cours, mais il faut que ça soit beaucoup plus rapide et que véritablement le chantier de l'amour soit une fierté en fin de compte et pas un échec. En tout cas, c'est l'inquiétude. En fait, pour remettre les choses dans leur contexte, imaginons qu'on parle d'une famille, on va dire, modeste. Une de ces personnes tombe malade. Quand une de ces personnes tombe malade, ben, c'est la catastrophe. Ça veut dire que la clinique. Et d'un coup, et ben en fait, tout ce poids se renverse sur toute la famille. Et en fait, ton capital santé, ça devient vraiment ton capital vie. Un gros point du budget de la famille et qui est supporté par la famille. Exactement. Et c'est ce que tu disais juste avant. C'est ce que je disais, excuse-moi de t'interrompre. Vas-y. Ce que je disais, maintenant, il faut voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été améliorées grâce justement à ce chantier et que je vois chaque jour en tant que médecin sur le terrain. Par exemple, à Casablanca, les chirurgies cardiaques étaient hors de prix. Certaines personnes ne pouvaient absolument pas se les permettre et rester pendant des années jusqu'à parfois en mourir. Aujourd'hui, grâce à la Motadamoun, la chirurgie cardiaque est remboursée pour les patients ayant la Motadamoun, c'est-à-dire les anciens amédistes, à 100%. Et je vois chaque jour des patients qui se font opérer d'un triple pontage coronarien gratuitement, totalement gratuitement, et je peux vous dire que ça sauve des vies. Que ce soit pour la chirurgie cardiaque, que ce soit pour l'ophtalmo ou que ce soit pour d'autres chirurgies, les patients à Motadamoun aujourd'hui, dans certains hôpitaux à Casablanca, les CHU et les fondations se font opérer gratuitement pour les patients qui n'ont pas les moyens, et ça c'est énorme. Il faut le dire, il faut le reconnaître, c'est une source de fierté, et je ne peux pas te décrire les yeux de ces personnes-là quand ils se réveillent et les yeux des gens de leur famille qui sont immensément heureux. Donc il y a eu énormément de choses. Pour moi, c'est un grand pas en avant qu'on ne peut pas minimiser. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que les patients, quand ils partent dans les cabinets, par exemple chez des médecins du libéral, eh bien, puissent être remboursés à 80-90% sur la consultation. Tu avances les frais ou pas avec l'AMO? Alors, avec l'AMO, Tadamoun, on n'avance pas les frais. La Motadamoun, c'est-à-dire les anciens amédistes, c'est-à-dire les patients qui n'ont vraiment pas les moyens. Et c'est calculé selon la base de pas mal de points. Ouais. Tu vois ça? Ouais. Comment... En fait, j'ai entendu des histoires. Je ne peux pas te dire c'est combien de personnes, c'est quoi le pourcentage, mais comment tu sais que tu peux accéder à l'AMO? Alors, c'est une avancée également qui a été permise par la loi cadre du système de santé. Ça s'appelle le registre social unifié. Et le registre social unifié, à partir de pas mal de points, c'est un système de points qui serait un peu compliqué aujourd'hui à décrire, eh bien, il voit si telle famille est éligible à l'AMO. Et en fait, ça a été inspiré d'un système indien en Inde où, grâce à cela, ils ont pu couper certaines subventions pour vraiment les consacrer aux familles nécessiteuses. Pourquoi c'est important? Parce qu'au Maroc, il y a quelques années, sous le gouvernement de Mkhitaryan, la caisse de compensation a arrêté les subventions dans pas mal de produits de base, ce qui fait que ça a augmenté, notamment le prix du pétrole de l'essence, quand on part à la pompe à essence. Ce qui fait que ça a augmenté, ça a créé un autre scandale. Bref, longue histoire. En tout cas, en arrêtant ces subventions-là, ça a permis à l'État de les reverser vers ces patients à Motadamoun. Et l'État a calculé que c'était environ 51 milliards de dirhams par an. Okay. Qui allait être déversé du budget de l'État pour les familles nécessiteuses à travers le système de santé, à travers des allocations également de vieillesse, des allocations pour les enfants. C'est en train d'être mis en place et c'est grâce à ce registre social unifié. Donc c'est grâce à ça, et moi je fais entièrement confiance au service de l'État,
qu'on peut déterminer si telle famille est éligible aujourd'hui ou non à l'AMO. Et je pense que c'est un système de solidarité qui est bien plus efficace que les subventions sur certains produits de base qui finalement bénéficient certes aux familles nécessiteuses, mais bénéficient aussi et surtout aux familles qui sont plus riches, qui peuvent se permettre d'acheter ces produits-là, non pas à prix subventionné, mais à un réel prix. C'est très bien que tu parles de la question de la confiance. Est-ce que tu sens que le Marocain, on va dire un Marocain lambda, est-ce que tu sens qu'il a confiance en son système de santé? C'est une très bonne question. Et j'avais écrit une tribune sur ça. Est-ce que le Marocain a confiance en son système de santé? Tu sais, moi, il y a un économiste marocain, il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'ont autant inspiré, qui s'appelle Youssef Saadani, qui est économiste, qui est directeur adjoint à la CDG, et qui a beaucoup parlé de ça, de la question de confiance. Il a dit qu'en fait, c'est comment on peut mesurer que le système de santé est bien. C'est pas à travers le nombre de médecins, c'est pas à travers le nombre d'infirmiers, c'est pas à travers le nombre d'interventions qu'on effectue par an, mais c'est à travers la confiance. Est-ce que le Marocain a confiance en son école? Est-ce que le Marocain, in fine, a confiance en son hôpital? Et pour cela, il faut cette gouvernance participative, c'est-à-dire des citoyens tirés au sort, choisis, sélectionnés, élus, une dizaine de citoyens de tous les secteurs, pas uniquement pour l'hôpital, mais également pour d'autres secteurs à forte valeur sociale, vont dire: enfin, vous avez bien fait les choses. Quand on rentre à l'hôpital, que ce soit l'hôpital régional, de proximité, le centre de santé, eh bien, on sent que c'est bien. Donc, c'est le citoyen qui, lui, doit avoir le dernier mot pour cette question de confiance et pour dire: est-ce qu'on a réussi ce pari? Est-ce qu'on a réussi le pari de redonner confiance en le citoyen marocain, en son service social? Et j'irai plus loin. Quand on parle de l'hôpital, quand on parle de l'école, on ne parle pas de bâtiments, on ne parle pas de lieux, on parle de l'unité. Tu en parlais tout à l'heure et tu disais que c'était le but de Kalimat, l'unité. Et Youssef Saadani est allé encore plus loin, il a dit qu'en fait le problème du Maroc, pourquoi le Maroc ne devient pas un pays émergent alors qu'on a des infrastructures extraordinaires, le port de Tanger-Med, les aéroports, il y a énormément de choses qui se font, pourquoi le Maroc n'arrive pas à atteindre l'émergence? C'est à cause de ce problème d'unité. Je développe. L'unité, parce que le Maroc est divisé sur le plan géographique. Non pas par des lignes, non pas par des routes, mais divisé sur le plan de l'accès aux services publics. À partir du moment que tous les citoyens marocains auront droit aux mêmes services publics, l'école, la santé, principalement, eh bien, on n'aura pas l'unité et le Maroc ne pourra pas atteindre l'émergence. Et moi, je pense que c'est essentiel. C'est pas, comme disent certains, un gouffre, la santé. On l'a vu à travers la crise du Covid, l'école non plus. Si on ne donne pas les mêmes chances à tous les Marocains d'accéder à la même école de qualité, d'accéder au même hôpital de qualité, eh bien on crée de la division. On crée de la division sociale, on crée de la division entre les personnes, entre les villes, entre les régions, et on n'arrivera pas à atteindre l'émergence en tant que pays. Et il n'y a pas d'unité. Et qu'est-ce qu'un pays sans unité? C'est ça, et il n'y a pas d'unité. L'unité peut-être devant les matchs de foot, et c'est magnifique, et ça montre à quel point le Marocain adore son pays. Alors, c'est le foot qui nous unit. La cuisine, quoi d'autre? Le Sahara, essentiellement. Ok. Qu'est-ce qui nous unit à part ça? Je dirais pas la haine de l'Algérie, parce que moi je pense qu'un jour il faudra qu'on se réconcilie et que l'Algérie revienne je dirais, à une bonne conscience. Mais y a la religion? La religion, bien évidemment. Énormément de choses, mais des choses essentielles sont oubliées. Comme l'éducation, la santé, comme l'éducation, comme la santé, comme la justice équitable de toute société. Pour tous les citoyens, exactement. De quelle manière tu verrais... Avant, je pose une question, mais en fait, avant, j'ai envie de revenir sur quelque chose. Tu vois, moi, si on me pose la question, est-ce que le Marocain a confiance en son système de santé, judiciaire et éducation, tu vois, je répondrais... Parce que c'est pas de quelle manière. Est-ce que je répondrais non, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vraiment dommage. Je repars sur ma question. Dans les années à venir... Comment tu vois, de manière optimiste, le bon scénario, comment tu vois l'évolution de l'hôpital? Je te fais un narratif. Je m'appelle Mohamed, j'ai 25 ans. Tu adores les narratifs. Ouais, exactement. Mais c'est bien, c'est bien. J'ai 25 ans, on est en 2050, donc ça veut dire que je suis née maintenant. Et je vais à l'hôpital. Et qu'on a gagné la Coupe du Monde qui a été organisée au Maroc en 2030. Oui, bien sûr. Et j'ai eu un problème ORL, j'entends plus rien. Et je vais d'urgence à l'hôpital, qu'est-ce qui m'arrive? Tu aurais pu choisir ophtalmo. Ah oui, c'est vrai. On recommence. J'ai un problème
Ah, ok, je suis tombée, je me suis ouvert l'œil, bref, quelque chose à côté de l'œil. C'est l'urgence, qu'est-ce qui se passe? À Marrakech, vu qu'on est à Marrakech. À Marrakech, CHU Mohamed Sadis. au CHU Mohamed Sadis, je pense que ça va aller mieux. Je pense que le gouvernement, que l'État a pris conscience de l'importance de ces sujets-là et qu'on est en train de s'améliorer. Il y a eu énormément de postes de professeurs qui ont été lancés ces 2 dernières années, en fait, pour mieux encadrer les Énormément étudiants. un chiffre. J'ai pas le chiffre exact, mais je sais que depuis de nombreuses années, les postes de profs dans les facultés de médecine, de pharmacie, d'enseignants-chercheurs, c'est le titre exact, était bloqué. Et moi, je connais énormément de médecins spécialistes extraordinaires qui ont dû partir à l'étranger parce qu'ils voulaient faire prof ou quitter tout simplement le pays parce que les postes étaient bloqués. Et aujourd'hui, le gouvernement, grâce à l'impulsion de Sa Majesté, a ouvert énormément de postes. Pas assez, c'est jamais assez, mais en tout cas plus de postes que par le passé pour mieux encadrer les étudiants. Donc ça, c'est un facteur positif. Il y a eu d'autres facteurs positifs, c'est-à-dire l'argent qui a été décaissé par l'État pour réhabiliter les CHU. Et au-delà de ça, moi je pense que les prochaines années, ça verra la prise de conscience du citoyen sur ces sujets-là. C'est-à-dire que le citoyen, moi je ne sais pas si tu le remarques, Zineb, est de plus en plus alerté sur ces sujets-là, porte la parole sur ces sujets-là, crie au scandale quand il n'est pas satisfait, devient exigeant et demande à ce qu'on lui rende des comptes. Et on le voit, je ne sais pas si tu as vu le jeune poissonnier à Marrakech qui vend la sardine à 5 dirhams et qui a cassé les mafias qui spéculaient et qui se faisaient payer une somme astronomique. Et c'était du vol, tout simplement. Et donc, quand on voit des jeunes comme Abdel, quand on voit des personnes comme ça, eh bien, on se dit que, franchement, on devrait faire confiance en notre pays, en notre jeunesse, et que c'est la jeunesse qui va changer les choses. Pas forcément toujours le haut, mais la jeunesse qui va changer les choses en votant aux élections, en votant pour des personnes compétentes, sérieuses, honnêtes, des médecins peut-être, qui vont s'attaquer aux problèmes, qui vont aller beaucoup plus vite et qui vont améliorer les choses. Donc je pense qu'en 2050, cette personne-là eh bien, aura une très bonne prise en charge à l'hôpital public et sera satisfaite. Moi, je suis optimiste et je suis optimiste pour mon pays. On reviendra sur la fuite des cerveaux et on reviendra sur la question des professeurs. Je fais une parenthèse anecdote. Ma sœur est médecin, bon, dans quelques années, mais voilà, elle a étudié à Marrakech, en partie. Et elle nous racontait tout le temps que le matin, l'après-midi, son prof n'était pas là parce que, au lieu d'être en train de donner cours, et ben, en fait, il était à la clinique en train de faire une opération. Et pour elle, c'était vraiment sa réalité. Et donc, pour revenir à Mohamed, 25 ans, problème ophtalmo, comment en 25 ans, on va arriver à ça d'après toi? Comment en 25 ans, on va arriver à ça? La prise de conscience, je le disais, des citoyens. La prise de conscience des citoyens qui vont faire que les citoyens vont réclamer, ne vont pas rester passifs, mais vont réclamer des soins de qualité. La prise de conscience du citoyen en s'engageant politiquement, dans des partis, en votant surtout. Oh mon Dieu, je ne comprends pas les jeunes qui ne partent pas voter. J'ai créé, je pense que tu es au courant, une initiative qui s'appelle Agis Sout avec l'ami Abdelmal et beaucoup d'amis pour inscrire les jeunes sur les listes électorales. On ne comprenait pas pourquoi les gens ne s'inscrivaient pas sur les listes électorales. Grâce à vous. Et c'est gentil. Et on essaie de lutter pour que les jeunes prennent conscience de ces enjeux-là. On ne peut pas dire à la marocaine tout le temps, ils sont tous pourris. Si on ne s'engage pas, si on ne va pas voter, si on ne s'engage pas dans un parti, c'est pas grave le parti. C'est-à-dire que on peut s'engager dans n'importe quel parti, de gauche, de droite, du centre, mais en tout cas, engage-toi, change des choses. Ne critique pas sans cesse, mais change des choses pour ton pays, pour tes enfants, pour tes amis, pour les personnes qui te sont chères et pour ton pays. Et quand on va voter, on vote pour des élus dans le communal qui changent ta ville, qui pèlent les murs. On vote pour des députés qui votent les lois. Et in fine qui décide, et pour un gouvernement qui décide soit d'améliorer la santé ou pas, soit d'améliorer l'école ou pas. Donc en fait, ce que je vois de ton point de vue, comment tu racontes les choses, toi tu as un narratif positif sur la politique, tu fais confiance. Et en plus tu te sens... Non, je fais pas confiance. Non, attention Annie, ça c'est publié sur les réseaux sociaux. Non, c'est-à-dire que je fais confiance. Okay. Oui, je fais confiance, mais je dis aux personnes de s'engager. Okay. Mais je ne fais pas confiance pour faire confiance. C'est-à-dire que si je reste passif... dans mon coin, les choses ne vont pas changer. Donc
pour changer les choses, il faut s'engager. Mais toi, tu t'engages parce que tu as un niveau d'éducation qui est haut. Tu t'engages parce que tu as les moyens financiers de le faire. Tu t'engages parce que tu te sens légitime de le faire. Et parce que tu te fais confiance. Est-ce que c'est là... Tu vois, tu adresses ça à quel Marocain? C'est qui ton public? Ben, je ne pense pas que c'est parce que j'ai ce parcours-là ou parce que j'ai cette personne-là ou ce caractère-là qui fait que je peux m'engager ou je ne peux pas m'engager. Moi, je pense que la jeunesse marocaine, de tous les milieux, de tous les secteurs, va nous étonner et est en train de nous étonner. On le voit dans le foot, on le voit en médecine à travers des médecins extraordinaires qui font de la recherche. On le voit à l'école. Tu sais, il y a quelques jours, j'étais en caravane. Et dans cette caravane, j'étais dans une école primaire, dans un quartier populaire. J'étais dans la ville d'Azmour. Ok. Et j'étais en train de consulter, de faire des consultations d'ophtalmo à des jeunes scolarisés pour faire du dépistage, pour leur donner des lunettes. Ça, c'est une initiative, je pense qu'on en reviendra, incroyable de l'État. Et en fait, on faisait du dépistage pour que les jeunes qui ne voient pas bien, qui ont des aberrations optiques, les myopes, etc., puissent bénéficier de lunettes gratuitement pour mieux voir à l'école, mieux travailler et participer à leur réussite scolaire. C'est une initiative de l'État et d'une fondation à but non lucratif. Et quand je voyais des enfants, il y avait une personne qui n'arrêtait pas de s'agiter pour présenter tel ou tel enfant qui ne voyait pas bien. Et en fait, c'était un jeune d'une trentaine d'années qui était instituteur dans cette école primaire. Et il n'arrêtait pas de s'agiter parce qu'à tel moment, on n'avait pas vu telle personne ou parce qu'on a retardé les choses, ce qui fait que telle personne n'a pas pu passer plus rapidement. On voyait une passion débordante pour ses élèves. Il voulait absolument que ses élèves voient mieux. Il voulait absolument que ses élèves puissent bénéficier de ces lunettes-là et puissent mieux voir. Et il n'arrêtait pas de me présenter une de ses élèves qui justement ne voyait pas bien au tableau. Il avait raison parce qu'il fallait qu'elle mette des lunettes. Mais il était passionné. Et je l'ai remarqué, je lui ai dit, mais c'est incroyable ce que vous faites et franchement, le pays vous en remercie. Un instituteur dans une école primaire, dans un quartier populaire d'une ville moyenne au Maroc. Donc non, c'est pas parce que je suis issu d'un milieu ou pas que je ne peux pas m'engager, que je ne peux pas être passionné par mon pays, par les enfants de ce pays. Et je pense que cette personne-là n'est pas individuelle. Je pense qu'il y a plein de personnes comme ça dans notre pays, et heureusement d'ailleurs. Et ces personnes-là doivent peut-être s'engager encore un peu plus. Et c'est ces personnes-là dont on a besoin au poste de responsabilité, au poste de décision, et qui doivent s'engager, notamment politiquement. Exactement. Donc ça, c'est une initiative de l'État ou d'une fondation? C'est une initiative conjointe de l'État, du ministère de l'Éducation nationale, qui a permis à cette fondation de l'aider, parce que je le disais au début, l'État parfois ne peut pas Saham, tout. Non, tout à fait, c'est la fondation Saham qui aide ces personnes-là. Voilà. Apparemment, c'est 60% des problèmes de vue qui sont la cause d'échecs scolaires. Tout à fait. Une grande partie des échecs scolaires sont dus au fait que les enfants, ils ne sont pas dépistés, ils ne partent pas voir l'ophtalmo à temps et ils grandissent parfois avec une amblyopie, avec des problèmes d'acuité visuelle, sans lunettes, sans bien voir. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi. Et bien, c'est tout simplement dû au fait qu'il n'y avait pas de dépistage visuel. Est-ce que tu as les chiffres de Saham en tête ou pas? J'ai pas les chiffres. Ouais, il faudrait que je cherche, mais bon, si les personnes sont intéressées, c'est facile de les trouver et c'est super intéressant parce qu'en fait, ils atteignent quand même pas mal de personnes. Tout à fait. Tout à fait. Leur politique, elle est ce qu'ils font, c'est vraiment intéressant. Donc, on a parlé de la fuite des cerveaux juste avant, on a parlé des professeurs. Mais c'est important ce sujet parce que tu me disais, parce que tu te sens légitime de le faire. Je ne me sens pas forcément légitime de le faire, mais c'est ce que je disais, je suis passionné par mon pays et j'ai envie que les choses aillent mieux. Et je ne pense pas que je sois un cas unique. Et quand on a fait Agis sur Route, on était étonnés de voir des Marocains, des jeunes de partout, de France, qui étudient en France, du Maroc, des États-Unis, qui sont partis s'inscrire sur les listes électorales, qui sont partis voter pour je ne sais quel parti, mais en tout cas qui sont partis voter parce qu'ils croient en leur pays, parce qu'ils font confiance en leur pays et parce qu'ils se disent que finalement, si on ne s'engage pas, qui va le faire? Ça sera justement des personnes qui se sentent justement légitimes de le faire alors que tout le monde doit participer à la vie de son pays. C'est le moment, alors ok, comment on s'intéresse à un parti politique, comment on s'engage politiquement et quel impact ça peut avoir? Alors, très bonne question.
Tout d'abord, il faut s'inscrire sur les listes électorales parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais pour voter aux élections, les prochaines élections sont prévues en 2026, pour voter aux élections, il faut absolument s'inscrire sur les listes à travers un site web, www.listeelectorale.ma, rien de plus simple, suivre 2-3 étapes, inscrire sa carte nationale, la date de naissance, le nom, prénom, la province, préfecture, et puis ensuite on a un petit reçu disant qu'on est inscrit sur la liste électorale. Et ensuite, ça nous permet de voter. Comment on s'intéresse aux partis? Je vous invite à voir la page Instagram de Agissout. On l'avait fait lors des dernières élections et Inch'Allah, on le fera également pour les prochaines. On a fait tout un travail de pédagogie interactif sur les réseaux sociaux avec des infographistes incroyables que je remercie énormément, notamment Nassim, et avec l'ami Abel Malk, où on interrogeait tous les partis politiques. On a interrogé tous les partis politiques. Quelle est leur vision par rapport à la jeunesse? Quelle est leur vision par rapport au pays? Quel est le programme économique? Quel est le programme social? Et ensuite, on a présenté ça aux jeunes et on leur a présenté un petit peu tous les partis. Il n'y a pas que Agissout. Je sais que beaucoup d'autres associations font la même chose. Aujourd'hui, il y a Internet. On peut s'informer très rapidement, très facilement sur les programmes de chaque parti et on peut aller voter. Et si on ne veut pas voter pour les élections parlementaires, on peut voter pour les élections communales. Les élections communales, ça change la vie quotidienne. Parce que quand on vote pour un élu dans notre commune, c'est lui qui va peindre les murs, c'est lui qui va refaire le trottoir, c'est lui qui va décider si il doit y avoir une propriété dans nos rues ou pas, c'est lui qui va décider si on doit laver les choses ou pas. Donc ça change véritablement la vie quotidienne. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent et qui aiment un tant soit peu leur pays à aller voter et à prendre leur destin en main. Je trouve que ce sujet il est tellement large parce que j'ai l'impression qu'on est complètement déconnecté de, de tout l'aspect politique. Et en fait, ce qui est politique pour moi, c'est la société civile. Parce qu'en fait, tu as raison. C'est elle qui est vraiment connectée à la population et pas la commune, la province et ainsi de suite. Donc en réalité, tu vois, j'avais une réflexion la semaine dernière et je me disais, il faut qu'on ait un ministère de la société civile et qu'elle soit institutionnalisée. Et qu'elle est Mais la société civile est un contre-pouvoir essentiel dans toute société démocratique, avec la presse et les médias. Et moi, je pense que le Maroc bénéficie d'une société civile extraordinaire. Maintenant, la société civile ne peut pas tout et ne fait pas tout. Et c'est pour ça que je dis aux personnes de la société civile, et j'en connais énormément dont toi, il faut sauter le pas à un moment donné. Si tu as envie vraiment de changer les choses, c'est magnifique ce que tu fais avec ton podcast. Mais si tu as vraiment envie de changer les choses, de faire bouger les choses, engage-toi. Engage-toi dans un parti, engage-toi dans un mouvement et dis les choses et fais les choses. Et voilà, c'est vraiment l'engagement. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Ok, demain, moi, je vais m'inscrire dans un parti. Je vais choisir un parti Y. Ok. Et X. Ouais. Et après, je m'engage. Mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Tu t'engages dans la branche jeunesse du parti, ça dépend du parti, mais il y a des partis qui sont hyper actifs sur le plan de la jeunesse. J'ai pas envie de citer des noms, mais tu vas participer à des réunions, tu vas peut-être t'engager dans des réunions, tu vas leur donner des idées. Ils vont t'inviter en tant qu'architecte, par exemple, à la commission d'urbanisme, au Parlement. Tu vas siéger à la commission d'urbanisme et tu vas dire à des personnes qui ne sont pas du tout du secteur ou du milieu, moi je pense que telle chose doit être faite de telle sorte. Je te donne un exemple très simple. Moi, jusqu'à très récemment, j'étais engagé dans aucun parti. J'ai été invité il y a quelques mois, quelques années, à la commission santé avec d'autres amis médecins. Et en fait, on a donné énormément d'idées, ce qui fait qu'un projet de loi sur la santé, il y a eu des amendements qui ont été acceptés. Et ces amendements-là, c'était nos idées, c'était ce qu'on leur a proposé. Et on a pu, à notre modeste échelle, changer certaines parties de la loi. Donc, si tu t'engages, eh bien, tu vas changer les choses d'une manière ou d'une autre, soit par tes idées, soit par ton influence, soit en t'engageant plus et en participant aux élections et en ayant la main sur les décisions. Ok, donc l'impact existe, c'est possible. L'impact existe et on n'arrêtera jamais de le dire, il faut s'engager. Okay. Stéphane Hessel disait « indignez-vous » et juste après il disait « engagez-vous ». Honnêtement, ça me motive. Ça me motive. Très bien, revenons à la médecine. Ok, il y a la question de la privatisation de la santé qui pour moi est assez importante. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire quand on voit que maintenant, pour se soigner, le privé a des tentacules de plus en plus grandes? Alors c'est un excellent sujet. C'est un excellent sujet parce que la société civile doit se mobiliser sur ce sujet-là et en parler, en discuter, et il faut que les citoyens puissent dire ce qu'ils pensent. Alors, pourquoi c'est un excellent sujet? Parce que, il faut que je te dise la vérité, moi je suis mitigé. Je suis mitigé parce que d'un côté, on a un grand groupe, on ne va pas citer le nom.
On peut citer le nom. qui investit partout, Ça commence par A. et ça commence par A, ça finit par autre chose, et qui investit partout, et qui ouvre des cliniques partout. Donc, de prime abord, on peut voir ça comme une menace, et se dire, mais c'est pas normal, pourquoi ils sont partout? Est-ce que ça va écraser le médecin ou pas? Est-ce que les médecins vont finir salariés ou pas? C'est un petit peu les débats qui ajoutent le secteur. Est-ce que ça va supprimer le cabinet ou pas et la liberté d'installation du médecin? C'est des questions légitimes. Et d'un autre côté, on peut aussi se poser d'autres questions et avoir un autre raisonnement et se dire, mais ce groupe-là, et il n'y a pas que lui, parce qu'il y en a d'autres, ce groupe-là, il ouvre une clinique dans une ville comme Glmim. Il ouvre une clinique dans une ville comme Inzkan. Il ouvre une clinique dans une ville comme Nador, comme le Hoceima et d'autres. Et se dire, mais en fait, il permet de désenclaver sur le plan sanitaire ces villes-là. Et donc, c'est pour ça que ce raisonnement-là, moi, il est mitigé, c'est un débat, c'est une réflexion. Moi, je pense qu'il faut éviter les dérives. Et les dérives existent, et on le sait, à travers, par exemple, le chèque de garantie, qui est illégal et qui est parfois demandé par les cliniques. Qui est pratiqué, c'est une réalité. Ces cliniques, de manière générale, et les cliniques privées au Maroc, de manière générale, et c'est une réalité dans certaines cliniques. Et à part le chèque, il y a d'autres pratiques aussi, comme par exemple la sous-facturation à côté de la facturation CNSS, où on a droit au remboursement, sous-facturer des choses. Ça, c'est un autre problème là, c'est un problème de tarification de référence qui tarde à voir le jour. Donc, il y a certaines dérives. Et d'un autre côté, il y a aussi des avantages. Parce que ces groupes-là de santé investissent dans des villes qui sont complètement enclavées. Donc il y a un avantage, il y a une source de satisfaction, mais il y a des dérives. Et moi, je pense que la solution, elle réside dans la haute autorité de santé, dans la réglementation et dans le contrôle. Il faut contrôler les dérives, il faut sanctionner les dérives, il faut même déconventionner les cliniques et les médecins qui pratiquent des choses illégales et honteuses pour le citoyen marocain. Mais d'un autre côté, il faut aussi encourager les personnes qui osent investir dans des villes et des régions qui sont enclavées. Donc l'aspect positif, c'est le fait que ça désenclave, mais les aspects négatifs, c'est les dérives que ça peut amener. C'est les dérives que ça peut amener. C'est pour ça qu'on a besoin d'une régulation et d'une bonne régulation. Est-ce que tu peux citer ces dérives ? Les dérives, je les ai citées. C'est le chèque, par exemple, de garantie, qui est parfois demandé dans certaines cliniques. C'est le paiement en noir d'un chirurgien qui, par exemple, va déclarer que tel chirurgien il a 10 000 dirhams, puis ensuite réclamer en noir 15 000 de plus pour ne pas déclarer ça au fisc et à la mutuelle. Donc, il y a certaines dérives qui existent dans le privé. Il faut réguler. Moi, je crois que la haute autorité de santé qui est en train d'être constituée, le président a été choisi il y a quelques mois, doit se saisir de ces aspects-là. Elle est en train de se saisir de ces aspects-là et doit réglementer, doit sanctionner quand il faut sanctionner et encourager quand il faut encourager. Ok, imaginons moi, je suis bénéficiaire de l'AMO, je vais dans cette clinique, je suis remboursée à hauteur de 70-80%, c'est ça? C'est ça. Et la part variable, il me faut une complémentaire santé. La part variable, c'est soit la complémentaire santé, soit c'est toi qui vas payer si tu possèdes justement la carte de l'AMO. Si tu possèdes la carte de l'AMO Tadamon, c'est-à-dire les ex-ramédis, les personnes vraiment nécessiteuses, dans certains endroits, à savoir les fondations, les CHU, tu ne vas rien payer, même la part complémentaire. Ce qui n'est pas possible et ce qui doit être par contre réprimé, c'est le fait que certaines cliniques, pour gagner beaucoup d'argent, vont demander, et on les a vus dans les campagnes cataractes illégales dont je parlais il y a quelques instants, vont te dire ne paie pas cette part, ce ticket modérateur, c'est pour nous, c'est la caisse qui régale, et on va t'opérer, on ne va pas te dire comment on va t'opérer, et on va t'opérer, on va parfois même pas te dire c'est qui le médecin ou le chirurgien qui va t'opérer, enlever les tickets modérateurs, dire que c'est par solidarité alors que pas du tout, c'est en fait parce qu'on réduit les coûts à travers justement du matériel qui peut être défectueux, à travers des seringues, des instruments qui sont réutilisables et réutilisés, et réduire les coûts au maximum, gagner le maximum d'argent et prendre l'argent de la Motadamon. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être réprimé, et je crois que la CNSS est en train de se saisir de ce dossier-là. Et ça, c'est un gros problème qu'on vit aujourd'hui en ophtalmologie et peut-être dans d'autres spécialités. C'est des personnes mal intentionnées qui veulent profiter de l'argent de l'AMO et qui détournent en fait les fonds et mettent en péril la sauvegarde du système. En fait, le problème, quand j'entends ça, ce qui résonne en moi, c'est que la privatisation de la santé, en fait, tu sens qu'il y a une logique capitaliste derrière. Donc, tu sens que toi, ta santé, l'enjeu, en tout cas, ça, c'est ma sensation à moi, peut-être que d'autres la partagent, c'est qu'en fait, tu n'es plus un patient, tu te sens comme un client, tu vois. Donc,
En fait, comment tu peux faire confiance à un système où tu te sens client et pas patient, alors qu'on parle de ta santé, tu vois? Ça, c'est un enjeu philosophique large que tu ouvres. Moi, j'ai une très bonne amie qui s'appelle Mahan Amaoui, qui est médecin et philosophe, et qui répondra peut-être encore mieux à cette question que moi. Mais on vit dans une société capitalistique. Le monde est aujourd'hui, même la Chine, aujourd'hui, est capitalistique. Donc, le système aujourd'hui qui régit le monde multipolaire qu'on vit aujourd'hui en 2025, c'est bien sûr le capitalisme. Et le Maroc est aussi un pays où règne le capitalisme. Maintenant, le capitalisme doit être régulé. On ne peut pas avoir un capitalisme à tout va. Il faut que le secteur public, le CHU, soit renforcé, que le secteur public puisse bénéficier également de la manne que représente l'AMO, que l'État puisse réhabiliter les hôpitaux, les infrastructures de santé, et que le patient puisse choisir en toute bonne foi entre un CHU en bonne santé et aller en clinique privée où il paiera un peu plus pour peut-être d'autres services. Mais en tout cas, il faut que le soin soit la même chose sur les deux structures, sur la structure publique comme la structure privée. C'est l'idée justement de la montée d'Amoun. Et la privatisation, moi je réponds à ta question, la privatisation peut être une chance pour un pays comme le Maroc où l'État n'a pas forcément les moyens de toutes ses ambitions. La Coupe du Monde, la CAN, la reconstruction du house après le tremblement de terre, énormément de choses qui arrivent, n'ont pas toujours les moyens de ses ambitions, et un secteur privé qui parfois veut aller toujours plus loin au détriment du citoyen marocain. C'est là que l'État doit jouer son rôle de régulateur, doit réguler, doit sanctionner, c'est ce que je disais, les mauvaises pratiques. D'accord. J'aimerais juste donner quelques exemples de ce qui se passe réellement dans les urgences, dans les CHU. Je ne sais pas qui vont être les auditeurs qui vont nous écouter, mais je ne connais pas leur connaissance de ce qui se passe réellement dans les CHU. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples, des choses qui sont difficiles à entendre, de la vraie réalité de ce qui se passe? Parce que c'est facile de dire oui, c'est difficile de se soigner, nanana, mais en fait, si tu n'as jamais pratiqué la santé publique, tu ne peux pas te rendre compte. On parle de quelles conditions? Ce que je cherche à sortir de toi, c'est les chats, le placenta, l'accouchement. C'est ce niveau de réalité qui sont difficiles à endurer, mais pour que les gens aient une image de qu'est-ce que la réelle santé de, on va dire, 70, 80, plus de 80 et quelques des Marocains. C'est ce que je disais au début, le Maroc est un pays donc, en voie de développement qui n'a pas encore atteint l'émergence. On aimerait tous que le Maroc atteigne l'émergence, mais il n'a pas encore atteint l'émergence sur beaucoup de secteurs dans le système de santé. Il y a une réforme en cours, elle avance lentement, elle avance, et il y a des améliorations qui sont en train d'être vécues. Maintenant, le système de santé est aussi un système qui vient chamboule tout, et beaucoup de pratiques archaïques qui peut-être sont en train d'être résolues, existent toujours et existaient encore il y a quelques mois et ont existé pendant tout mon cursus en tant que médecin. C'est-à-dire que moi aussi, en tant que médecin, quand j'allais dans certains hôpitaux périphériques, je voyais le médecin qui ne venait pas, qui n'arrivait pas, qui n'était pas là. Quand j'allais aux urgences des hôpitaux périphériques, je voyais certaines pratiques qui sont très condamnables par parfois le personnel de santé. Comme à côté, parce que je dois aussi le dire, comme à côté, je vois des médecins marocains qui, sans les moyens du bord, tu disais aux urgences, vont se battre pour que telle personne puisse avoir accès aux meilleurs soins possibles. Donc ça aussi, il faut le dire. Et à côté de ça, à côté des pratiques malheureuses, à côté de l'insuffisance des moyens que vivent le personnel de santé, l'insuffisance des moyens, le budget de santé, jusqu'à il y a peu, était très faible par rapport à nos voisins proches, par rapport à l'Algérie et à la Tunisie, et bien en deçà de ce que demande l'OMS. À côté de ça, il y a aussi, je pense que tu voulais en parler, le fait que les résidents et les internes fuient ce système de santé qui était sclérosé, fuient ce système de santé où régnaient dans beaucoup d'hôpitaux des mauvaises pratiques, pour aller dans d'autres pays, et fuient aussi ce secteur de santé parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Comment aujourd'hui on peut dire que telle personne voudra faire sa spécialité au Maroc si cette personne-là est payée une misère, contrairement à d'autres pays? Une misère est égale
La misère, c'est 3500 dirhams par mois pour le médecin bénévole, pour un médecin qui est en bac plus 8, bac plus 9, Et bac qui plus travaille 10, 80 voire heures bac par plus semaine, 10, voire et qui plus. travaille 80 heures, voire plus s'il fait une spécialité chirurgicale, et qui se consacre à ses patients, qui étudie à côté. Comment tu peux garder de l'empathie et de l'humanité quand tu travailles autant, tu n'es payé pas assez? Bien sûr, Comment bien tu sûr. fais? Et les résidents et les internes étaient en grève jusqu'il y a peu. Ils vont peut-être même reprendre leur grève. Le personnel de santé au sens large était en grève également parce qu'il n'acceptait pas certaines pratiques. Il n'acceptait pas surtout l'insuffisance de moyens. Donc c'est très bien de construire des CHU. C'est très bien d'aller de l'avant, de vouloir changer les choses, notamment au niveau de la gouvernance, mais on ne peut rien faire sans les ressources humaines, on ne peut rien faire sans le personnel de santé, on ne peut rien faire sans les résidents et les internes, en les payant à leur juste mesure, parce que sinon ces personnes-là vont partir ailleurs, et c'est pas ce qu'on veut, et c'est pas ce que le Maroc a besoin. Oui, d'où la fuite des cerveaux, d'où la nouvelle réforme. D'où la fuite des cerveaux, d'où la nouvelle réforme, mais on le dit, c'est-à-dire que la nouvelle réforme doit aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certains changements, et c'est très bien, mais elle doit aller beaucoup plus rapidement. Le CHU de Casablanca, tu parlais des urgences, a inauguré son nouveau service des urgences, mais dans encore beaucoup d'hôpitaux périphériques, dans encore beaucoup de centres de santé, les urgences ne sont pas encore au niveau. Il faut former beaucoup plus de médecins urgentistes, il faut réhabiliter les services des urgences, et pas que, il faut réhabiliter certains services, il faut réhabiliter certains blocs, il y a énormément, encore beaucoup de choses à faire. Le ministre de la Santé n'est pas médecin, le nouveau ministre de la Santé n'est pas médecin. On attend de voir ce qu'il fera pour le secteur de la santé. Il n'a pas beaucoup de temps. Il a 2 ans d'ici les... Même pas, il a 1 an et demi d'ici les prochaines élections, d'ici 2026. Donc, est-ce qu'il va véritablement transformer le système? C'est un chantier qui est énorme. C'est un chantier qui est énorme. C'est un chantier où on a besoin de tout le monde. C'est un chantier où tout le monde doit se mobiliser. Et tout le monde doit réclamer un accès égal à tous à la santé et un accès de qualité surtout. Ok. Et je vais passer juste après à un autre sujet, mais est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote qui a été difficile à vivre pour toi à l'hôpital? Le fait de renvoyer certaines personnes des urgences parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire tel scanner, telle imagerie, telle analyse, alors qu'ils en avaient urgemment besoin, alors qu'ils étaient parfois en détresse vitale, en risque vital, et que comme telle personne n'avait pas les moyens de faire un scanner à 1500 dirhams, de faire une IRM à 3000 dirhams et quelques, de faire une analyse à 100 dirhams, 200 dirhams, 300 dirhams, eh bien on lui disait qu'il devait partir. On le faisait sortir contre avis médical. Il partait alors qu'on savait que cette personne-là était en danger et qui devait absolument se faire soigner le plus rapidement possible. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'a plus envie de voir, qu'on n'a plus envie de vivre. Je pense que c'est l'un des enjeux de cette réforme et c'est pour ça que cette réforme doit aller beaucoup plus vite pour qu'on soit fier de notre hôpital. Merci, c'est exactement sur quoi je voulais mettre le doigt. Je trouve que c'est très représentatif. Et est-ce que toi, tu vois, est-ce que tu pourrais nous donner, juste de ton quotidien, juste de toi, de ton expérience, ça prenait quelle place à l'hôpital, ce genre d'histoire? Mais je pense que ce genre d'histoire, ça concerne une grande majorité des patients qui, Donc, jusqu'il y a quelques années, se présentaient à l'hôpital. Mais aujourd'hui, je constate, et je dois le dire, c'est pour ça que je suis un peu positif, non, c'est bien, que les choses sont en train de s'améliorer. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est très bien? Non. Mais je pense que les choses sont en train de s'améliorer grâce à la Motadamoun. Quand je vois, moi, en tant qu'ophtalmo, un patient qui, à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est il y a très peu, il y a 1 an, 2 ans, pour se faire opérer d'une cataracte, d'une chirurgie de cataracte, donc pour mieux voir, pour avoir la vue, il devait traîner d'hôpital en hôpital, il devait payer une somme astronomique, il met l'argent avec sa famille, tel oncle, tel temps, telle personne, et ensuite il avait la chance et le bonheur de faire telle opération. Moi aujourd'hui je peux dire que ces personnes-là, nécessiteuses, qui n'ont pas les moyens, voire pas les moyens du tout, mais avec une véritable misère sociale, se font soigner gratuitement, vont faire cette opération de cataracte gratuitement. Quand je dis gratuitement, c'est bien sûr à la charge de la Caisse nationale de sécurité, donc c'est une mission de solidarité, et va mieux voir, va mieux vivre, va parfois pouvoir entendre grâce aux implants cochléaires, va parfois vivre plus longtemps grâce au triple pontage coronarien. Donc, est-ce que c'est parfait? Non, mais les choses s'améliorent. Mais ça évolue. Et c'est une source de positivité, du bonheur pour le médecin que je suis et pour le citoyen qu'on est, au fond. Génial. Combien ça coûte la cataracte? La cataracte, 8000 dirhams, c'est ce que la cataracte, c'est une opération qui est remboursée par la CNSS aux alentours de 4500 dirhams. Ok. Et le reste à charge, il est entre 2000 jusqu'à 3000 dirhams. Ça dépend du type de chirurgie, ça dépend donc c'est une opération qui, pour les patients à Motadamoun,
vont faire totalement gratuitement et qui sinon leur coûterait 7 000, 8 000 dirhams. Ok. Donc le reste à charge, si tu n'es pas une personne qui a l'AMO, il faut que la personne paye. Il faut que la personne paye le reste à charge. Soit un SMIC. Soit... Un peu moins d'un SMIC. Et c'est pour ça qu'on demande d'ailleurs à la CNSS de... Là, tu as mis le doigt sur un sujet incroyable qu'on n'arrête pas de réclamer en tant que médecin. C'est la tarification nationale de référence. Donc pour quelqu'un qui est loin du domaine, c'est un mot barbare, tarification nationale de référence, TNR. C'est un truc qui paraît technique, mais en fait, ça aussi, ça sauve des gens et ça change le quotidien. Alors il faut savoir qu'au Maroc, certaines opérations sont cotées sur le même tarif depuis les années 80, depuis les années 90. Une célioscopie, une chirurgie viscérale, certaines chirurgies, certaines explorations sont cotées sur un tarif qui date depuis 20, 30 ans et qui n'a pas changé. Je donne un exemple très simple. Une consultation chez un spécialiste, ça coûte, ça dépend de la ville, mais ça coûte dans les... On parle crûment par l'argent, mais il faut en parler. Ça coûte 250, 300 dirhams, voire plus. Aujourd'hui, si on se fait rembourser d'une consultation par la CNSS, elle te rembourse sur officiellement un prix de 150 dirhams, 70%. Pourquoi 150 dirhams? Parce que c'est la tarification nationale de référence. Pour la CNSS, tu as payé que 150. Alors que non, ça coûtait plus cher, ça coûtait 300 dirhams, le 250 dirhams. Non, pour elle, la consultation chez spécialiste, c'est 150 dirhams. La consultation chez généraliste, c'est 90 ou 100 dirhams. Elle te rembourse à hauteur de 70%. Ce qui fait qu'on revient à ce qu'on disait au début, les dépenses des ménages sont énormes par rapport à d'autres pays. Et normalement, cette tarification nationale de référence va résoudre beaucoup de problèmes dans le secteur de la santé, notamment pour les personnes nécessiteuses et pour le citoyen en général. Normalement, la TNR pour le spécialiste doit être aux alentours de 300 dirhams, pour les spécialistes aux alentours de 150 dirhams, et pour d'autres explorations comme l'échographie, comme le CG, elle doit également augmenter. Et chose que certains citoyens ne savent pas, en 2020, il y a eu un accord de principe entre les principales mutuelles, donc la CNOP, CNSS, etc., et le ministère de la Santé pour augmenter la TNR en 2020. Accord de principe. Pour que la TNR change. 2025. Et depuis 2025, rien n'a changé. On attend. On attend toujours. C'est... En fait, tu vois... Et qu'est-ce qu'on attend? C'est ça la vraie question. Entre le prince... Je pense qu'on attend de l'argent. En fait, le problème, pour être très technique, c'était la CNOPS qui était déficitaire. Aujourd'hui, la CNOPS a été absorbé par la CNSS. Donc normalement, le souci doit être réglé dans l'année, dans les prochains mois. Et je peux vous dire que la tarification nationale de référence, déjà, doit être modifiée par principe, parce que normalement, elle doit être modifiée chaque 4-5 ans en tenant compte du niveau de vie et de l'inflation. Mais elle doit également être améliorée pour inclure de nouveaux traitements, de nouvelles explorations. Et ça change la vie des gens, ça change le quotidien. Le dentaire, pas mal de choses. La santé mentale. Tout à fait. Tout à fait. Tout le paramédical. Donc on ne peut pas crier à haute voix, on est en train de changer la santé, dire aux citoyens, vous allez voir ce que vous allez voir, si à la fin des détails techniques comme ça, on ne les change pas. 100%. Alors, pour conclure, on va parler d'un dernier sujet, la question du rural. On ne peut pas parler du Maroc sans parler de 40% de sa population. Alors, j'ai une idée assez particulière sur le sujet. Je passe pas mal de temps dans le rural, je le répète constamment sur le podcast. Et donc, en fait, je me rends compte que quand ces personnes-là tombent malades, eh ben, elles se sentent complètement, tu vois, pas intégrées au tissu sanitaire du pays. Pourquoi? Parce que si tu habites dans un douar qui a 15 km du chef-lieu, que tu as la piste de 10 km et 5 km de Fouq el-Berla, bon bref, tu es en train d'accoucher, t'arrive un problème, tu tombes malade, tu as le goitre. En fait, tu te rends compte que le système de santé, qui est un système, on va dire, LMD international, n'est pas du tout adapté aux réalités du tissu rural. Donc, ça veut dire que toi, quand tu es médecin, tu as étudié plus de 12 ans et que, en fait, tu te rends compte qu'il y a 40% de la population qui ne peut pas être soignée parce qu'on n'a pas des infrastructures pour accueillir ces populations-là, ben, il y a un problème dans la matrice parce qu'on parle d'une masse énorme. Et donc, en fait, il faut... On va dire... Enfin, en fait, moi, ma réflexion, c'est de me dire, ça veut dire que les médecins, c'est pas les bonnes personnes pour soigner ces personnes-là. Donc, est-ce qu'on doit former de nouvelles personnes? Est-ce qu'on doit former des personnes paramédicales ou qui ne sont pas médecins, mais qui sont quand même compétentes? Parce que c'est pas parce que tu es médecin que tu es compétent. Tu peux être sage-femme et être très compétente et être... tu vois, imaginons, je donne un exemple.
Tu es dans un douar, on te propose une formation de 3-4 ans dans le chef-lieu, on forme des sages-femmes, on forme des opticiens, tu vois, on forme des choses de base qui peuvent, elles, te rediriger vers des choses qui sont plus grandes. Tu vois, ces personnes-là qui ne peuvent pas se soigner au niveau de leur commune, elles devraient partir au niveau de la province. Donc, ces personnes, elles doivent avoir, je sais pas, des hôtels pour être accueillies. Donc, voilà, toute la question du rural, elle est énorme. Et après, il y a une autre question qui se pose, c'est la question de la... Là, on parle de médecine moderne, mais il y a la médecine traditionnelle, qui, elle, est complètement, j'ai pas de chiffres, mais qui a, on va dire, disparu de ces zones-là, où justement la médecine traditionnelle, c'était elle, il y a quelques décennies, qui était plus présente. Donc voilà un peu l'image qui se dresse par rapport au rural. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Très bien. Alors tout d'abord, dernier point que tu disais, tu parlais de la médecine traditionnelle. Nous, en tant qu'ophtalmo, on a beaucoup souffert de la médecine traditionnelle. Parce que par exemple, pour la cataracte, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait une pince et on renversait le cristallin en arrière. Le cristallin tombait au niveau de la rétine et ça créait beaucoup d'autres problèmes. La médecine traditionnelle, c'est quelque chose qui est totalement à proscrire sous toutes ses formes. Je te répondrai sur 2 points, c'est très important. Mais tu parles de la cataracte, tu ne peux pas dire que toute la médecine traditionnelle est à mettre à la poubelle. Je ne suis pas le mieux placé pour parler de médecine traditionnelle, mais je pense que la médecine moderne a fait ses preuves et qu'il faut faire confiance à nos médecins. Okay. Maintenant, c'est très bien ce que tu poses la question sur le rural. Tu sais très bien que tu parles des zones qui sont parfois déshérités, qu'on oublie. Tu sais, la fameuse phrase de Lyoté, le Maroc utile, le Maroc inutile. Moi, je pense que tout le Maroc est utile et que tout le Maroc, tu parles d'unité, doit être uni et doit faire qu'un. Aujourd'hui, il y a eu des avancées de la part du ministère de la Santé qui a mis en place depuis le séisme de l'Haouz des centres de santé mobiles qui se déplacent dans les régions. Ce n'est pas suffisant. Loin de là. Loin de là. Maintenant, il y a 2 points. Le premier point, c'est les caravanes médico-chirurgicales qu'organisent les médecins. Moi, je pense qu'en 2025, il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire que c'est très bien, ça a aidé beaucoup de gens, c'est magnifique, c'est un travail associatif, c'est un travail de solidarité. Mais aujourd'hui, en 2025, on doit dépasser les caravanes médico-chirurgicales. On doit avoir des centres de santé dans tous les villes et villages dans notre pays, avec des médecins qui sont présents sur place, tout le temps, en tout lieu, pour nos citoyens de toutes les régions. Donc ça, c'est le premier point. Il faut que la réforme de la santé, à terme, fasse disparaître les caravanes médico-chirurgicales pour avoir des véritables personnes qui prennent en charge ces personnes-là. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était un service civil obligatoire. Je sais que beaucoup de gens vont crier, parce que tu sais qu'il y a quelques années, les médecins ont fait grève contre le service civil obligatoire, mais ils n'ont pas fait grève contre le principe. Ils ont fait grève contre le projet de loi porté par le ministre de la Santé de l'époque, Silwardi. Pourquoi ? Parce qu'il leur a dit tout simplement, les amis, vous allez tous partir dans des villes et villages, dans le rural, sans infrastructure, sans leur donner une idée de comment ils vont vivre, sans leur donner une idée de comment ils vont être payés, sans leur donner, sans structurer les choses. Donc moi je pense que le médecin, qu'il soit issu de facultés privées, publiques, à but non lucratif, pourquoi à la fin de sa formation, il ne ferait pas un service de citoyenneté, un service civique, pendant une année, pendant quelques mois, 6 mois, 8 mois, dans les villages où il n'y a pas les ressources humaines. Moi, je pense que c'est important. Et ça tourne, à condition de mettre les moyens à leur disposition. Un échographe, des infirmiers, du personnel paramédical, des médicaments, qu'il n'y ait pas de pénurie, de manque, qu'ils soient bien rémunérés à hauteur de ce qu'ils font, de partir très loin de leur famille, de leurs conjoints, de leurs enfants, et qui donnent de leur temps pour le citoyen, pour le concitoyen. C'est-à-dire, à côté des études, faire un service civique à la fin des études de médecine. Moi, je pense que c'est une solution qui remédierait à beaucoup de choses dans le rural. Et à côté de ça, à côté des ressources humaines, avoir des infrastructures de qualité dans nos villages, dans le rural. Beaucoup de moyens, mais on t'attend, Ali, ministre de la Santé 2050 ? Non. Bah, je pense pas. Je m'attendais pas à cette phrase. Je pense pas. Non, c'est pour te taquiner. Ali, pour conclure, je te laisse le mot de la fin. Si tu as une phrase à partager, un message à faire passer, the floor is yours. Écoute, déjà bravo pour ce que tu fais, pour le podcast. Je trouve que c'est vraiment incroyable que des jeunes puissent parler librement de sujets qui les intéressent et de sujets qui intéressent leur pays. Moi, si j'ai quelque chose à dire, ça serait de s'engager à 100%, d'être passionné, d'aimer ce qu'on fait et d'être passionné pour le pays et de faire changer les choses. Moi, je ne crois pas en la fatalité. Je ne pense pas qu'elle existe.
Et je pense que si on se donne suffisamment les moyens de nos ambitions, eh bien, on peut aller de l'avant pour nous-mêmes et pour notre pays. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Alice. Merci c'était à un toi, plaisir. Zineb. Si l'épisode vous a plu, je compte sur vous pour le partager à vos amis, à votre famille et à vos proches. Et à bientôt sur Kalimat.